Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une nappe? Donc sous nos pieds, on a des formations qui sont ici, on le voit bien, hein, souvent calcaires, un peu plus sableuses si on va vers l'ouest. Et donc ces formations, elles sont poreuses ou fracturées pour ce qui est du calcaire. Elles vont donc facilement laisser passer l'eau et celles-ci vont donc constituer ce qu'on appelle des réservoirs et donc des aquifères. Pour ce qui est d'une nappe à proprement parler, on en parle souvent, c'est vraiment l'eau qui est contenue dans l'ensemble de ces roches, donc dans toutes les interstices qu'on peut retrouver, que ce soit les fractures ou les porosités au sein même de la roche. On a ensuite ce qu'on appelle des éponges, donc qui sont vraiment l'inverse des aquifères, donc qui correspondent ici plus à des roches peu perméables qui vont freiner les écoulements d'eau souterraine. Donc c'est souvent plus des argiles ou des marnes. Donc cette organisation sous le sous-sol, elle se fait dans le secteur sous la forme d'un millefeuille de façon très schématique, avec une organisation donc de systèmes plutôt aquifères, donc des calcaires ou des sables, ici schématisés en marron et en jaune, et donc avec des éponges donc peu perméables, argile ou marne, qui s'intercalent entre ces différentes formations. Tout ce système, il est propre au bassin sédimentaire aquitain de par sa mise en place géologique. Ce système va conditionner les écoulements souterrains puisque l'eau va pouvoir circuler dans les formations plutôt perméables, donc calcaire et sable, et pas du tout ou quasiment pas dans les formations peu perméables comme les marnes ou les argiles. On va donc avoir un sens d'écoulement de l'eau qui va plutôt s'effectuer d'un point haut de la nappe, donc c'est ce qu'on va appeler les zones de recharge ou les zones à l'affleurement, donc qui sont proches de la surface. Et donc cet écoulement va se faire vers les points hauts, des points hauts plutôt vers les points bas de la nappe. Donc pour schématiser, nous, dans le secteur, ce sera généralement plus d'est en ouest, donc plus du côté massif central vers la côte atlantique. Donc cette recharge, on va aborder aussi cette notion qui est assez complexe, où la recharge, en fait, elle va dépendre du point d'observation où on se place. Admettons la recharge, donc elle se situe sur la zone d'affleurement, donc plutôt vraiment où la nappe est en contact avec l'atmosphère, donc la surface. Si on prend un point d'observation qui est relativement proche de cette zone, l'eau va circuler donc au sein de la nappe, mais elle va parcourir une distance qui est relativement faible. Donc on va avoir un temps de recharge qui va aussi être relativement faible. On va parler de l'ordre de jours ou d'années au maximum. Donc là, si je prends une eau qui s'infile du côté de Sarlat et que je prends un point d'observation à quelques kilomètres de Sarlat, on va avoir une eau qui va plutôt être de l'ordre d'âge, jour ou année. En revanche, si je prends un point d'observation qui est beaucoup plus éloigné, donc toujours cette même eau précipitation donc qui s'infiltre au niveau de Sarlat, et moi mon point d'observation va être, admettons, Bordeaux ou Agen, on va avoir là un temps qui va être beaucoup plus long parce qu'il faut que l'eau s'infile dans le sol et traverse toutes les interstices de la roche pour parvenir jusqu'à notre point d'observation qui est notamment plus profond et plus éloigné en distance de cette zone de recharge. Donc là, on va avoir une eau qui va plutôt avoir un âge de l'ordre du siècle, voire du millénaire. Donc après, il y a d'autres phénomènes, il n'y a pas que ce type de recharge qui entre en jeu. On peut avoir des fois des échanges entre nappes, quand il n'y a pas des pontes qui les séparent, ou des fois des phénomènes de drainance. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais on ne fera que l'aborder dans le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est de la recharge. Donc cette recharge, elle se fait donc, au niveau des zones d'affleurement. Et dans une nappe, on a ce qu'on appelle une partie qui est libre et une partie captive. Donc qu'est-ce qu'une partie libre? La partie libre de la nappe, c'est vraiment l'endroit où la nappe est superficielle. Donc elle est en communication directe avec la surface. Donc cette partie ici de la nappe est considérée comme libre. On a donc une partie qui est saturée d'eau. Donc c'est là vraiment l'eau va remplir l'ensemble des vides de la roche. Et une partie qui est beaucoup plus, on va dire, qui est moins saturée. Donc il y aura à la fois de l'air et de l'eau dans les vides de la roche. Quand l'eau va circuler et donc la nappe va s'approfondir, elle va de plus en plus prise entre deux éponges. Et on va donc passer d'une nappe en partie libre à une partie qui va être dite captive. Donc là, la nappe ici, elle n'est plus vraiment en communication avec la surface, ou du moins beaucoup moins qu'en partie libre, notamment parce que les écoulements vont mettre un certain temps à alimenter cette zone de la nappe, mais parce que surtout elle est prise entre deux surfaces qui sont peu perméables, donc qui l'isolent en quelque sorte de la surface et des infiltrations qu'il peut y avoir.
Donc on va pouvoir passer à la zone d'étude. Donc qu'est-ce que le territoire de la Genève-Périgord qui est étudié dans le cadre de OSCAR. Donc le territoire de la Genève-Périgord, il y a le périmètre ici qui est dessiné, donc il s'étend sur une partie du bassin sédimentaire aquitain qui recoupe plusieurs formations géologiques, donc Olivier l'a évoqué, le Jurassique en bleu, le Crétacé plutôt en vert et les formations tertiaires en jaune. Donc ces formations, elles s'organisent en souterrain comme le premier schéma qu'on a vu sous forme de millefeuille, donc vraiment une stratification des différentes couches. Pour ce qui est des délimitations du territoire d'étude, on s'est basé sur deux aspects. Un premier aspect qui est hydrogéologique. Donc là, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble de l'étendue de la ressource en eau souterraine. Donc cette étendue qui est en quelque sorte invisible. Donc cette délimitation s'appuie sur des connaissances scientifiques. Donc, ça peut être des structures géologiques particulières, donc par exemple des failles. Ça peut être des délimitations d'écoulement vis-à-vis de certains cours d'eau, comme la Dordogne au nord. Donc voilà, plein d'éléments scientifiques qui nous ont fait amener à une telle délimitation. Et en complément de cette délimitation, on a mis en place un secteur plus socio-économique qui englobe vraiment tous les territoires et les acteurs qui exploitent cette ressource. Donc ce territoire, il est marqué par une géologie, comme j'ai dit, sous forme de strates. Et donc ça complexifie un petit peu les choses, et notamment sur les aspects de recharge, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc c'est un système qui est dit multicouche, qui recoupe les couches du Jurassique, bleu, Crétacé en vert et tertiaire. Et donc ces couches, elles vont s'approfondir d'est en ouest, avec toujours cette structure en millefeuille, avec les couches qui sont des aquifères toujours colorés, bleu Jurassique, vert Crétacé et tertiaire qui apparaît un peu plus loin, séparés par des éponges qui seront toujours illustrées en gris dans cette présentation. Le sous-sol ici, il faut avoir en tête qu'il est très accidenté. Donc on a notamment une faille qui recoupe ici en rouge le secteur et qui va entre autres conditionner certains écoulements et qui demeure encore aujourd'hui un petit peu la zone obscure de la compréhension de la circulation des eaux souterraines dans le secteur. Donc au niveau de ce qui est des nappes, les nappes vont être pour leur zone libre, donc leur zone de recharge, plutôt dans le secteur est-nord-nord-est. Donc on va avoir le Jurassique qui s'étend plutôt à l'est, le Crétacé plutôt au nord, et ensuite un petit peu quelques affleurements encore sur la partie nord-nord-est, et après plus du tout de nappes à l'affleurement sur toute cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment les nappes qui vont plonger. En fait, il faut s'imaginer que les nappes plongent en souterrain. Et donc là, on est sous éponge. Et donc, on est déconnecté de la surface. Donc si je reprends un peu les notions de recharge qu'on a vues au tout début, et que je m'intéresse ici à la partie du Jurassique, dans un premier temps, donc les nappes les plus profondes. On va avoir une nappe qui est dite libre, donc où elle va pouvoir se recharger au niveau donc, des zones d'affleurement ici figurées en bleu. Donc l'eau va pouvoir s'infiltrer et ensuite circuler au sein de la nappe. Donc elle va plutôt circuler donc, de façon libre d'est en ouest jusqu'à atteindre cette fameuse faille. La nappe dans ce secteur est en relation directe avec la surface et donc avec les cours d'eau. Donc il peut y avoir des interactions entre les nappes et les rivières. Quand on va passer donc, au-delà de la zone où la nappe est libre, on va passer en zone captive. Donc là, ici, on voit que, par exemple, cette nappe, la plus profonde, elle est vraiment déjà sous éponte. Et si on prend donc, les deux nappes ici, elles passent sous éponte dans le secteur en allant plus vers l'ouest. Et donc en s'approfondissant, les écoulements vont continuer. Donc là, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement si on a une communication entre ce compartiment, donc plutôt est, et le compartiment plutôt ouest. On suppose qu'il y en a, mais on ne peut pas les quantifier encore à l'heure actuelle, c'est un peu complexe. Donc dans tous les cas, les écoulements s'effectuent donc plutôt d'est en ouest avec une centralisation, notamment au niveau de la vallée de la Garonne et d'Agen. Donc vraiment, on a ces flèches d'écoulement qui symbolisent bien l'écoulement de la nappe de façon généralisée.
Donc cette eau, étant donné elle met beaucoup plus de temps à arriver dans ces nappes, elle va être beaucoup plus ancienne. Donc l'eau qu'on va avoir dans le secteur est, proche de la zone d'affleurement, c'est vraiment une eau jeune, alors que l'eau qu'on va avoir plutôt dans la partie captive, ça va être une eau plus ancienne, donc de l'ordre du siècle, voire du millénaire, pour ce qui est de sa recharge. Ce phénomène-là, on l'observe très bien sur ce qu'on appelle des chroniques piézométriques, donc c'est vraiment le suivi du niveau de la nappe qu'on effectue au niveau de différents forages. Donc si je prends un ouvrage qui est situé proche de la zone d'affleurement, donc ici figuré en bleu, on a vraiment cette fluctuation du niveau de la nappe qui est régie par les précipitations, donc avec des périodes de hautes eaux et de basses eaux qui correspondent en fait aux périodes de recharge hivernale et ensuite aux périodes estivales. Et à contrario, si je prends un point dans une nappe captive, donc vraiment plus excentré de la zone de recharge, ici donc c'est la même nappe. Ici on voit qu'on a une tendance décroissante et qu'on n'a pas du tout cette saisonnalité de recharge de façon donc annuelle. Donc là on est vraiment plus sur une recharge qui va mettre des centaines d'années, voire des milliers d'années à arriver au point plus au sud. Pour ce qui est maintenant des nappes du Crétacé. Donc c'est les nappes qui se situent juste au-dessus des nappes du Jurassique. Pour ce qui est de la zone de recharge de ces nappes, elle se situe un peu plus au nord du secteur, donc plus du côté de Sarlat. Et donc dans le même principe, ces précipitations vont s'infiltrer au niveau de ces zones à l'affleurement et ensuite vont circuler au sein des différentes nappes du Crétacé. Donc on va avoir des écoulements qui vont plus partir vers l'ouest, donc du côté de Villeneuve-sur-Lot, et d'autres écoulements qui vont plus diverger et partir vers le nord. Quand on s'approfondit, cette nappe aussi passe sous couverture, donc c'est vraiment ici la partie affleurante et ici la partie qui passe sous couverture. Donc là on est plutôt déconnecté de la surface et on va donc avoir une recharge plus lente dans le sens où il faut que l'eau qui s'infiltre traverse toute la roche et arrive jusqu'à ce point de la nappe. Et éventuellement quelques effets de drainance qui peuvent être mis en place avec donc des échanges entre nappes ou via certaines structures. Donc pour ce qui est des écoulements, donc les écoulements qui se sont infiltrés plutôt au nord vers Sarlat vont généralement partir vers donc le nord du territoire et les écoulements plutôt infiltrés un tout petit peu plus au sud vont généralement se diriger vers l'ouest, vers le nord-nord-ouest. Donc l'eau qu'on va avoir, c'est le même principe. Si je prends un point de recharge, un point d'observation qui est dans la zone de recharge, ou du moins proche de cette zone de recharge, donc ici figuré en bleu, on a cette saisonnalité du niveau piézométrique de la nappe. Donc on a vraiment une recharge qui est annuelle, avec pas spécialement de tendance observable comme ça à l'œil nu. Si je prends la partie de la nappe qui est captive, donc toujours profonde, sous couverture, avec le point ici qui est plus aux alentours de Marmande, donc pour la même nappe, on voit qu'on a le même phénomène que pour le Jurassique, pas du tout de recharge saisonnière, donc pas de fluctuation hautes eaux, basses eaux. Donc ici on a encore une fois une recharge qui est beaucoup plus lente, avec des eaux qui vont avoir des centaines, voire des milliers d'années. Donc pour la synthèse globale du fonctionnement, on a les parties libres, qui sont Crétacé et Jurassique, vraiment dans le secteur ici est-nord-est, où l'eau va pouvoir s'infiltrer dans ces parties de la nappe et ensuite va circuler vers l'ouest au sein des différentes nappes. Pour la partie jurassique, il faut avoir en tête qu'on a toujours cette zone d'incertitude au niveau de la faille pour la communication entre les deux compartiments. Dès qu'on passe en partie captive, les eaux vont s'infiltrer mais vont mettre beaucoup plus de temps à atteindre nos fourrages, par exemple, nos ouvrages. Et donc c'est une eau qui est beaucoup plus ancienne, de l'ordre de centaines, voire milliers d'années.